Amis des contacteurs en tout genre, bonjour. Alors c'est une vidéo sur un sujet qu'on m'a beaucoup demandé et que j'ai toujours promis que je ferais, et je dois dire que c'est vrai qu'il commençait à traîner un petit peu. Donc là je me suis dit, bon allez hop, il est temps de tenir mes promesses, sinon je vais me transformer en homme politique. Et c'est pas vraiment mon style. Alors aujourd'hui nous allons parler des contacts et surtout de comment on gère les rebonds, comme on va voir, ces contacts en génèrent généralement beaucoup. Alors ça concerne à peu près tous les types de contacts électromécaniques, genre micro-switch comme ça, des simples interrupteurs, des petits boutons poussoirs, des interrupteurs, enfin voilà, tout ce qui, c'est-à-dire de façon électromécanique, peut faire des contacts. Alors c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que la plupart de ces contacts, au moment où ils établissent le contact et au moment où ils le retirent, en fait, en gros, quand ils deviennent passants ou non passants, je veux dire, la coupure n'est pas vraiment franche et pendant des microsecondes, des millisecondes selon le type, il va y avoir ce qu'on appelle des rebonds. Donc si on regarde, et on va le voir tout à l'heure plus en détail, si la tension aux bornes d'un contact comme ça, qui est avec une résistance de pull-up, typiquement ce qu'on mettrait à l'entrée d'un microcontrôleur, quand le contact est ouvert, voilà, on a la tension ici maximum. Au moment où le contact se ferme, on voit qu'ici, voilà, il va y avoir un certain nombre de ce qu'on appelle des rebonds, qui sont plus ou moins forts, jusqu'au moment où le contact va se stabiliser en position fermée. Et tant qu'il est fermé, après c'est bon. Et au moment où on le lâche, on va avoir le même ici phénomène. Alors déjà, si on utilise des trucs analogiques, c'est toujours un petit peu gênant, parce que ça peut faire des parasites. Si la charge inductive, ça va faire des oscillations éventuellement, des trucs comme ça. Donc ça peut ne serait-ce faire que des fois des parasites audibles, par exemple sur des radios ou des trucs comme ça. Et dans le cas où c'est traité après par des circuits logiques, que ce soit des microcontrôleurs ou des circuits logiques, on va dire câblés, ça fait des bêtises. D'ailleurs, on le voit ici. Généralement, ces circuits logiques, ils ont un seuil. Au-dessous de ce seuil de tension, c'est considéré comme un 0, ici comme un 1. Et donc là, on voit que la sortie était bien à 1. Au moment où on appuie sur le bouton, passe à 0. Mais comme les rebonds sont suffisants pour repasser au-dessus de ce seuil, toc, 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 ça fait faire ces petites impulsions parasites, là. Après, ça reste bon. Et à l'ouverture, on retrouve le même truc. Et c'est ça qui, bien sûr, est très gênant. Alors, comme on va le voir, c'est assez facile maintenant, avec les oscilloscopes numériques, de visualiser et de mesurer ces rebonds. Et alors, selon le type de contact, les rebonds, ça va de quelques microsecondes à quelques millisecondes. En moyenne, généralement, on considère que c'est très rare que ça dépasse 10 millisecondes, vraiment 20 millisecondes. J'ai rarement vu qu'il était aussi long que ça. Alors, ce que je vous propose, justement, c'est déjà de faire un petit exercice pratique. Et à l'aide de cet oscilloscope là que je vous ai souvent montré, là, le SDS 1202X de chez Siglent, on va justement voir comment on peut visualiser et mesurer l'étendue de ces rebonds. Donc pour ça, on va faire un montage très simple. Le montage dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'on va avoir ici cette résistance de pull-up ici, alimentée en 5 volts, et je vais mettre la sonde de l'oscillo entre la masse et ce point-là, puis on va regarder ce qui se passe. Alors voyons cela. Alors, comment faire pour mesurer le rebond d'un poussoir, d'un contact, d'un interrupteur en général? Donc là, j'ai fait le montage que je vous ai montré, à savoir une résistance de pull-up de 10K avec ici ce poussoir, et là, c'est alimenté en 5 volts. Alors, comme d'habitude, on va partir de 0, toujours là sur le SDS 1202XE, je sais que c'est un scope numérique que beaucoup d'entre vous ont. Donc quand on part du 0, la première chose, bien sûr, c'est comme d'habitude, même si là, la mesure de la tension, on s'en fout un peu, de mettre la sonde correctement. Ensuite, on sait qu'on va avoir une amplitude de 5 volts. Donc là, on peut régler pour avoir... voilà, on voit que là, on a beaucoup trop, peut-être 1 volt par carreau, par exemple. Voilà, sachant que là, bien sûr, on peut baisser la masse. Là, j'appuie sur le bouton pour avoir un 0. Donc voilà, par exemple, donc là c'est impeccable, on voit déjà qu'au niveau de l'amplitude on est bon. Et là l'idée ça va être donc de choper, on va dire, un élément de façon transitoire. Donc là il va falloir utiliser le mode single. Donc la première chose qu'on va faire, déjà on va régler le niveau de déclenchement à peu près au milieu. Je rappelle que c'est le niveau, la ligne que l'on voit par-dessus duquel il va se déclencher. Et dans le menu trigger, là, vu qu'on va faire sur un appui, puis après sur un
un relâchement du bouton, on peut se mettre sur déclenchement alter, là, c'est-à-dire en fait aussi bien sur le front montant, c'est-à-dire quand la tension passe de 0 à plus 5 et descendant. Voilà, donc maintenant c'est très simple, on va se mettre ici en mode single et on va hop, appuyer. Et on voit ici que il a bien détecté le bouton. Alors, par contre, c'est pas forcément bon parce que ça va peut-être un petit peu vite. Donc là, c'est pas grave, on recommence. Voilà, là par exemple, on voit quand j'appuie, on voit bien ici les différents rebonds. Alors, sachant que pour voir plus ce qui se passe après, parce que ça nous intéresse plus, on peut très bien se mettre... voilà, hein, je rappelle qu'ici, c'est le moment justement où il déclenche. Voilà. Voilà, là par exemple, j'ai appuyé sur le bouton et on voit très bien. Hein, et d'ailleurs, on peut maintenant agrandir un petit peu ce qui se passe pour bien voir. On voit très bien ici que le bouton était au repos, hein, donc je veux dire, à cause de la résistance de pull-up, on était à peu près à 5 volts. Et quand j'ai appuyé, on voit que il y a déjà eu ainsi une sorte de petit rebond. Là, c'est passé à 0. Là, hop, subitement, c'est repassé 5 volts. Et ça a mis comme ça du temps avant de se stabiliser à 0. Et là, on a encore ici un petit truc. Alors, si on veut mesurer et savoir le temps que ça a pris, bah, c'est là qu'on va utiliser les fameux curseurs, hein, qui sont très très pratiques. Donc là, je veux... donc déjà, on choisit ici la source CH1. Et là, je veux des curseurs en X. Donc là, je vais me mettre ici au début. Et là, bah, regardez à partir de quand, en fait, ça y est, je suis bien ici à 0. Et là, on voit que la différence entre les deux, ici, est de 39 microsecondes. Ce qui, ma foi, est relativement court hein, comme délai, mais voilà, 39 microsecondes, ça peut paraître quelque chose de très rapide, mais comme on va le voir, hein, pour un circuit électronique, 39 microsecondes, c'est quelque chose qui peut aussi apparaître trop long. Donc voilà, après, même là, on peut se demander, est-ce que des fois, il n'y a pas des rebonds plus tard? Donc là, bah, on peut aussi scanner moins vite. Voilà, et bah, on va se remettre là en mode single, mais en scannant moins vite, par exemple. A priori, là, non, on peut voir que il n'y a pas d'autres des rebonds plus loin. Bon, là, j'ai appuyé exprès pas trop fort. Donc, on voit que derrière, le fait d'appuyer de façon relativement rapide et sans trop de force sur le bouton, ça change énormément les rebonds. Là, si j'appuie très fort, voilà, on voit que il y a beaucoup moins de rebonds. Si j'appuie comme ça, un peu, voilà... de façon un petit peu très rapide, bah là on voit qu'il y en a même des rebonds sur une période éventuellement plus grande. Enfin voilà, ça donne ici une idée. Alors maintenant, est-ce que lors du relâchement, il y a aussi des rebonds? Bah, pour le voir, pareil, on va se mettre ici en mode single, et là le bouton est appuyé, je le lâche, et là, encore une fois aussi, là on voit que il y a pas trop de rebonds, mais ça peut aussi dépendre, hein. C'est pareil, il faut comme dire où c'est pas quelque chose de toujours reproductible. Puis là, j'appuie assez fort dessus, mais voilà, là on voit quand même, d'ailleurs on voit que si là on balaye plus vite, que même au niveau du relâchement, voilà, on peut voir ici qu'il y a eu un certain nombre de rebonds, voilà. Et encore une fois, à l'aide des curseurs, ici on peut tout à fait les mesurer, et là on peut voir par exemple que ça dure 5,8 microsecondes. Donc c'est quelque chose de relativement rapide. Maintenant, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que selon le type de contact, ça peut des fois avoir des rebonds qui sont beaucoup plus longs. Enfin, je veux dire, généralement, comme je dis, on considère que on prend 5-10 millisecondes, on est quasiment sûr que dans tous les cas, ça fonctionne. Mais imaginons un contact qui va être stimulé toutes les 10 millisecondes, parce que c'est un axe qui tourne, un truc comme ça, avec des rebonds de l'ordre de, je sais pas, comme on le voit ici, 50 microsecondes par exemple. Bah là, il faut bien sûr éventuellement adapter. C'est pour ça que des fois, c'est toujours intéressant, quand on a des problèmes de rebond, de les mesurer. Et ça donne déjà une idée, je veux dire, de voilà, de quels sont les pires des cas qu'on peut éventuellement rencontrer, et adapter le traitement, comme on va le voir en conséquence. Et heureusement, hein, comme je le montre ici, c'est que maintenant, grâce à ces oscilloscopes numériques, c'est une mesure qui se fait très facilement. C'était pas forcément le cas avant. Enfin, il faut utiliser d'autres techniques, parce qu'avec un oscilloscope analogique, à moins d'avoir un analogique à mémoire, ce qui était relativement rare,
c'était très compliqué de mesurer ce genre de choses. Voilà, alors maintenant qu'on a vu ce qu'étaient ces rebonds, hein, et qu'on a pu les visualiser, les mesurer, nous allons regarder les différentes solutions pour je veux dire, se prémunir. Mais alors déjà, avant de commencer à mettre en place, on va dire, des contre-mesures, il faut déjà se poser la question de savoir c'est quoi le problème. Parce qu'on va voir qu'il y a certains cas où en fait les rebonds ne sont pas gênants, et bon, à la limite, voilà, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, et il faut pas le faire. Par exemple, hein, et je vais vous faire une démonstration, on voit ici deux montages faits avec des fameuses bascules D ou JK que je vous ai montré dans mes vidéos. Et prenons le cas par exemple du circuit de remise à zéro. Hein, je rappelle ici sur une bascule que la broche R, là, quand on la met à un niveau logique 1, ça remet à zéro la bascule. Ici, un rebond n'est absolument pas gênant. Pourquoi? Parce que quel que soit l'état de bascule, mettons qu'elle est enclenchée, là, la sortie ici est à 1, si j'appuie une première fois, elle va se mettre à 0, que je rappuie 3 fois sur la remise à 0 parce qu'il va y avoir du rebond, voilà, elle est déjà à 0, donc elle reste à 0, et quand le contact va se lâcher, pareil, éventuellement, si avant de repasser à 1, elle me fait quelques petites impulsions de 0, ça change rien. Donc là, on est dans un cas où le reset, on va dire, on s'en fout. Là, par contre, c'est pas du tout la même histoire. Pourquoi? Parce que là, typiquement, j'ai une bascule qui est mise en mode flip-flop, hein, c'est-à-dire qu'à chaque impulsion, elle change d'état. Et là, si je veux faire un montage où à chaque fois j'appuie dans le bouton, elle bascule un coup, elle bascule une autre fois. C'est-à-dire, en gros, j'appuie un coup, ici c'est à 1, je rappuie, ici ça revient à 0. C'est un petit peu le mode d'un télérupteur, par exemple. Là, ça va quand même être catastrophique, parce que comme ces bascules peuvent réagir très très vite, hein, peuvent marcher à plusieurs mégahertz, là, en gros, à chaque fois qu'il y aura des rebonds, j'aurai aucun moyen de contrôler que, je veux dire, enfin, ça fait bien ce que je veux. Alors, je vous propose justement, c'est de faire une petite démo de ça, pour vraiment voir à quel point, c'est-à-dire, les rebonds dans un cas comme ça sont gênants, et aussi qu'avec un anti-rebond, finalement, c'est plus gênant du tout. Alors, voyons cela. Bien, et pour voir concrètement les effets néfastes des rebonds, j'ai mis un bouton poussoir justement sans système anti-rebond sur l'entrée ici de ce compteur. Et voilà, à chaque fois que j'appuie sur le bouton 1, voilà. Donc là on voit que ça fait 43 impulsions, 2. Là des fois ça marche bien, puis des fois voilà, on voit que ça merde complètement. Mais enfin bon, ce qui est sûr, c'est que j'arrive pas à avoir quelque chose de fiable. Alors que sur le reset, bon là il y a un anti-rebond, même si il n'y en avait pas, voilà, le reset, même s'il rebondit, de toute façon, il remet à 0 sur le premier rebond, qu'il remette à 0 plusieurs fois, c'est pas gênant. Quand j'appuie bien, des fois j'y arrive bien, mais voilà, on voit quand même que si j'appuie même 5 fois en essayant de faire attention, 1, 2, 3, 4, 5, il m'affiche 9. Ouais, c'est quand même pas ce que je veux. Pourquoi? Parce que ce compteur, bien sûr, est bien rapide. Maintenant, on va faire l'essai. Hein. Je vais utiliser mon CP0081, qui lui a un système anti-rebond. Voilà, ce qui fait que maintenant, voilà, on voit que si je remets à 0, à chaque fois que j'appuie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on voit que maintenant, j'ai plus aucun problème. Chaque fois que j'appuie sur le bouton poussoir, hein, qui est un bouton poussoir du même type que l'autre, maintenant, j'ai plus aucun souci et j'ai bien une seule impulsion à chaque fois que j'appuie. Donc, pour lutter contre les rebonds, on va voir qu'il y a beaucoup de techniques plus ou moins différentes, hein, et je vous propose de regarder les principales. Hein, peut-être que j'en ai oublié, hein, je veux dire, c'est un problème qui a été traité de plein de façons. La première solution, en fait, c'est de traiter la cause plutôt que de traiter l'effet, ce qui généralement est une bonne chose, c'est-à-dire d'utiliser des systèmes de contact qui ne font pas de rebond. Ça existe, hein, il y en a qui sont d'ailleurs très efficaces. Dans certains cas, en même temps, c'est des contacts qui, en même temps, ont aussi des très grandes durées de vie. Hein, on parle par exemple là des contacts mercure, et souvent ils ont des temps de réponse qui sont assez bons. L'inconvénient de ces contacts, c'est qu'ils sont plutôt rares, ce qui est rare et cher, ils sont plutôt chers, et dans certains cas, par exemple, comme justement les trucs au mercure, c'est toxique. Là, je vous ai mis un exemple justement d'un petit relais ILS en couple là, avec du mercure, et en fait, c'est ce qu'on appelle des contacts mouillés mercure, qui fait que par, je veux dire, tension de surface, en gros, dès qu'ils font contact, le contact est instantané, et il n'y a pas ces problèmes de rebond. Il y en a d'autres, hein, j'ai vu moi des trucs militaires, avec des systèmes multibalais, enfin des tas de trucs. Maintenant, comme je dis, c'est quand même des choses qui sont très chères, assez rares et réservées à des usages, enfin je veux dire que généralement sont hors de portée de l'amateur. Donc je pense pas que ça soit ici une bonne solution. Surtout que tout ce qui est mercure et tout, maintenant on l'a bien vu avec les thermomètres médicaux, c'est interdit.
Deuxième solution, qui est une très bonne solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une bascule ERS. Alors, pareil, je vous renvoie à ma vidéo sur les bascules. Et ce genre de bascule, je rappelle, voilà par exemple un exemple, en gros quand on met ici un 0 à cet endroit-là, elle va basculer, et elle restera dans cet état-là, même si je remets ici 50 fois 0. Alors, une fois qu'elle est dans cet état-là, pour qu'elle rechange d'état, il faut que je mette un 0 à cet endroit-là. Et ça, c'est très efficace. Pourquoi? Parce qu'on voit que quand je vais appuyer sur le bouton, la partie S ici qui était là va passer à 0. On voit que ça va faire basculer la sortie. Mais là, s'il y a des rebonds, bah, elle est déjà basculée. On est en fait dans le même cas que le reset de tout à l'heure. Elle est déjà basculée, donc on peut le faire autant qu'on veut, on n'a rien à foutre. Et quand on va lâcher, c'est-à-dire au moment du retour, je veux dire à la position d'avant, bah là c'est pareil. Dès qu'elle va toucher ici, elle va basculer. Et là, même s'il y a des rebonds, bah, elle est déjà basculée. Ça ne change rien. Donc ça, c'est un circuit qui est très très efficace, qui est très fiable. Et il a un avantage qu'il n'est pas basé sur le temps. Contrairement à d'autres systèmes qu'on va voir tout à l'heure, qui sont généralement basés sur des réseaux RC, des trucs comme ça, où il y a une notion de vrai qu'il faut régler. Ici, c'est pas le cas. Ça a un très bon temps de réponse, parce qu'en fait, dès que ça touche la première fois, toc, je veux dire, ça suffit, même s'il y a des rebonds. Donc ça peut permettre d'avoir des contacts qui vont vite. Maintenant, ça a certains inconvénients. Alors, la première chose qu'on voit, c'est qu'il faut des contacts inverseurs, ce qui n'est pas évident. Très souvent, les boutons qu'on va avoir, les boutons poussoirs et tout, c'est des simples contacts. Ça fait des connexions supplémentaires, parce que on voit que pour un bouton, quelque part, il faut 3 connexions, je veux dire, et ça, c'est pas terrible. Et donc, en même temps, ça fait des bascules RS, des résistances, des machins, enfin, je veux dire, c'est une solution qui est plutôt coûteuse. En même temps, alors, je l'ai jamais vu, je l'ai vu une fois dans ma vie, où il y avait un inverseur comme ça qui rebondissait tellement que par contre il rebondissait au point de retoucher le contact d'au-dessus. C'est-à-dire en fait, quand il était là, il descendait là, toc, puis il rebondissait des fois tellement qu'il revenait en haut. Alors là par contre, dans un cas comme ça fonctionne pas. Bon, enfin honnêtement c'est quand même très rare, des inverseurs qui rebondissent au point de refaire le contact d'avant. Encore une fois, j'ai vu ça une fois, c'était vraiment un espèce de micro-switch pourri. C'est pas quand même quelque chose qui est pas terrible. Donc ça, c'est quand même une très très bonne solution. D'ailleurs, pour info, c'est une solution que j'ai énormément vue dans de l'électronique militaire, de l'électronique de haute qualité. Ça marche très bien. Enfin voilà, avec les inconvénients que j'ai dit. Alors après, ça, une solution qui est hyper utilisée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un système intégrateur. Je vous renvoie aussi sur ma vidéo que j'ai fait un petit peu là-dessus. Donc en gros, on a ici le switch et son pull-up, et là un réseau RC qui fait que voilà, quand ici, par exemple, quand on est ici à 1, on va parler de la diode tout à l'heure. Enfin, en gros, le condensateur ici est chargé, donc la porte ici elle est à 1. Quand je vais basculer l'interrupteur, je veux dire, ça va pas tout de suite passer ici à 0. Pourquoi? Parce que le condensateur va se décharger ici via la résistance, donc il va mettre un certain temps, et généralement, au moment où là il passera à 0, ça y est, les rebonds auront auto-éliminé, et la coupure ici sera quand même plus franche. Le fait de mettre ici une diode, elle n'est pas indispensable cette diode, elle permet en fait d'aller plus vite. C'est-à-dire que quand on lâche le bouton, de recharger le système de façon plus rapide, que via les résistances, parce que ça sera déjà limité par la résistance de pull-up ici. Donc si on mettait pas cette diode, ça veut dire qu'on n'aurait pas vraiment des temps équivalents, dans la mesure où à la décharge, il n'y a que cette résistance-là, alors qu'à la charge, il y a celle-là plus celle-là. Enfin voilà, c'est ce truc-là. Et alors généralement ici, pareil, généralement on met ce qu'on appelle j'en ai déjà parlé aussi, des portes trigger de Schmitt, qui ont un hystérésis, ou un comparateur avec un hystérésis, qui fera aussi des basculements francs. Si on le fait pas, alors ça dépend de la logique, ça dépend aussi de la vitesse ici de variation. Dans certains cas, ça peut aussi quand même faire des parasites. Donc généralement, voilà, on met ça avec des portes ici qui ont au moins un petit interrésis. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est hyper utilisé. Et quelque chose qui est aussi important dans ce truc-là, par contre, c'est aussi un avantage, je l'ai pas mis ici, c'est que quelque part ça fait aussi filtre antiparasite. Indépendamment des rebonds, si ici par exemple il y a des parasites parce que le fil est long ou des trucs comme ça, c'est pareil, ici ce truc-là est aussi un filtre passe-bas, on peut le voir aussi comme ça, ce qui fait que toute variation rapide ici ne sera pas vue. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez utilisé, mais encore une fois on voit qu'il s'est basé sur le temps, c'est-à-dire qu'il faut bien calculer ici le réseau RC, et plus il va être long, on sera immunisé contre les rebonds, mais par contre, c'est pareil, si ici le bouton, quelqu'un le manipule très rapidement, des fois, il va plus tellement savoir faire la différence entre un rebond et un double appui, on va dire, volontaire.
Donc de toute façon, le temps de réponse n'est pas très bon, parce qu'il y a forcément le délai ici d'intégration. Puis ça reste un système quelque part qui est un peu coûteux, comme ce qu'on voit, voilà, mine de rien, il faut rajouter un condensateur, une résistance, une diode, éventuellement une porte trigger et tout. Enfin voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est très utilisé. Après, on a une solution qui est un petit peu la même quelque part, mais un petit peu différente, qui consiste à utiliser des bascules monostables. Alors j'ai prévu de faire des vidéos sur ces bascules monostables, je crois pas que je l'ai fait encore. C'est assez efficace, ça permet dans certains cas d'avoir des impulsions calibrées. Et les inconvénients, c'est pareil. Un monostable, par définition, il est basé sur le temps. Donc on va retrouver les mêmes inconvénients que le circuit d'avant, un mauvais temps de réponse, éventuellement coûteux. Et là, on voit un exemple, voilà, typiquement d'un 555, monté en monostable, le fameux 555. Et voilà, là, le fait d'appuyer, dès que il va être déclenché, il va tout de suite passer, je veux dire, la sortie ici au niveau 1. Et même s'il y a des rebonds, il est déjà passé 1, et je dirais même qu'on va lâcher ici le bouton, il restera ici un certain temps. Alors en même temps, le fait de passer par des monostables, ça va permettre aussi, selon les types de monostables, d'avoir une durée fixe ou pas. C'est-à-dire on peut avoir des monostables où quand on appuie sur le bouton, même si on reste appuyé, de toute façon, au bout d'un moment, l'impulsion elle retombera à 0. Il y en a qui peuvent rester en sortie à 1 tant qu'on est appuyé. Il y en a qui vont donner des impulsions de façon calibrée et tout ça. Enfin, voilà, il y a plusieurs systèmes. J'ai même vu moi des systèmes où un peu plus sophistiqués, là j'en ai pas parlé, où quand on restait appuyé, au bout d'un moment ça se mettait à osciller, ce qui fait que ça faisait un peu une sorte d'auto-repeat ou de trucs comme ça. Enfin voilà, ça c'est quand même des trucs qu'on rencontre. Maintenant c'est souvent quand même plus coûteux que le système d'avant, donc c'est quand même pas très fréquent de le voir comme ça. Alors après, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est l'échantillonnage. Alors c'est quoi l'échantillonnage? L'idée c'est de venir lire l'état de l'entrée que de façon périodique et de la mémoriser qu'à certains instants. Et c'est ce que j'ai utilisé par exemple dans mon petit montage de test logique, là, le CP0081. On le voit ici, ici j'ai un oscillateur qui est justement basé autour d'un 555. Et là en fait j'ai un circuit là, qui contient 6 bascules. Et des bascules D, c'est-à-dire des bascules qui, sur un moment, quand on envoie ici un front d'horloge, mémorisent l'état de l'entrée, et c'est ça qui fait l'anti-rebond. Dans la mesure où ici, par exemple, je vais envoyer des impulsions, par exemple, toutes les, 30 millisecondes, ça veut dire que de toute façon, je pourrais jamais avoir de rebond. Pourquoi? Parce que soit ma première impulsion, elle arrive ici quand l'entrée est à 1, et puis il mémorise que c'est un 1, ce qui fait que quand il viendra rééchantillonner le coup d'après, les rebonds seront passés, et puis ça sera ici un 0, mais on voit dans les deux cas c'est franc. Mais même si, par le plus grand des hasards, par exemple j'échantillonne au moment où il est déjà à 0, puis il repasse à 1, de toute façon l'échantillon après, sera toujours, je veux dire, après la période de rebond. Il est évident que dans un truc comme ça, il faut que la période d'échantillonnage ici soit plus grande que le plus grand rebond possible. Mais une fois qu'on respecte ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc c'est un système qui est très efficace, qui est économique s'il y a beaucoup de contacts, parce que là on voit qu'avec un circuit qui a 6 bascules, je traite 6 contacts d'un coup. Par contre, il est toujours basé sur le temps, c'est-à-dire que il pourra jamais répondre plus vite que sa fréquence d'échantillonnage, qui, comme j'ai dit, doit être quand même plus longue que le plus long des rebonds, sinon ça marche pas. Et ça a un mauvais temps de réponse, encore une fois, parce que tout ce qui est basé sur le temps, ça veut dire que, contrairement au tout premier montage qu'on a vu, des fois il y aura toujours un délai entre la variation de l'entrée et la prise en compte. Et si par contre on a un système comme ça avec un seul contact, là c'est assez coûteux. Il faut à la fois une horloge, il faut à la fois une bascule. Voilà, mais c'est que ça reste quand même un très bon système. Après, sixième solution, c'est d'utiliser des circuits spécialisés. Alors ça existe. C'est des solutions qui sont très efficaces, qui sont généralement très fiables, qui ont des fois des possibilités. Par exemple, ce circuit de légende, là, le 14490, il y a moyen de le synchroniser pour partager l'horloge, éviter les parasites, les machins, enfin voilà. Mais par exemple, ce circuit-là, qui est un circuit très très connu, que j'ai pas mal utilisé dans des conceptions pro, dans le temps, et il permet d'avoir 6 contacts et de façon très efficace des sorties qui sont vraiment exemptes de parasites. Donc ça c'est vraiment une solution. Alors il n'y a pas que ce circuit-là, même s'il n'y en a pas tant que ça.
Il y en a un vieux aussi qui est assez ancien, hein, qui était le national, là, le DM 8544. Il y a Logiswitch qui fait toute une famille de circuits intégrés comme ça. Il y a les CMAX, là, le 616, 17, 18. Il y en a, mais je veux dire, c'est quand même pas des circuits qu'on voit très très fréquemment. Et c'est en plus éventuellement quand même des solutions coûteuses. Mais c'est quand même des solutions éventuellement très efficaces. Et pareil, hein, c'est des trucs que j'ai vu pas mal utilisés, par exemple dans des systèmes d'avionique, j'ai très souvent vu ce circuit-là utilisé. Alors après, bien sûr, quand ces entrées-là sont traitées par des microprocesseurs ou des microcontrôleurs, à ce moment-là, on a plein de solutions soft. Et c'est vrai que de nos jours, on sera plus confronté à des entrées logiques comme ça qui arrivent sur des microcontrôleurs, par exemple, que sur de la logique câblée. Et alors là, j'ai pas voulu trop rentrer dans le détail parce que honnêtement, la doc là-dessus, il y en a je sais pas combien, des exemples, il y en a je sais pas combien, des macros, il y en a je sais pas combien aussi. Hein, le mot-clé en anglais, c'est debounce, hein, les rebonds, c'est bounce, donc debounce, debouncer, c'est ça le truc. Mais généralement, quelles que soient ces solutions, elles sont toujours, on va voir, basées un peu sur le même système, sachant que le but ici, bah, c'est bien sûr, dans tout ce qui est software, bah, c'est d'économiser de composants. C'est-à-dire que là, on peut brancher directement le switch sur l'entrée du microcontrôleur avec même le pull-up interne, et on gère le rebond donc de façon purement software. Alors, l'une des façons que des fois utilisées, hein, c'est la gestion synchrone. En gros, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on lit une entrée, eh ben, on fait une petite temporisation. Hein, par exemple, sur un Arduino, on pourrait utiliser la fameuse fonction delay. Alors ça, c'est bien et pas bien. C'est facile. Par contre, un inconvénient, je rappelle que quand on fait ce genre de tempo comme ça bloque tout. C'est-à-dire que, ça veut dire que pendant 20 millisecondes, là, à chaque fois que je vais lire mon bouton, il est complètement bloqué. Et si en même temps, je le lis souvent, bah, mon programme, il va être quasiment bloqué en permanence. Maintenant, ça n'empêche pas que c'est des fois une bonne solution. Je reconnais que je l'ai déjà utilisé, hein, depuis quasiment les tout premiers programmes que j'ai fait avec des microprocesseurs. Et c'est pas non plus une solution qui est forcément mauvaise. J'ai vu des fois, bizarrement, des gens sur Internet qui, dès qu'ils voient cette solution-là, crient « Ah ouais, t'es nul, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est n'importe quoi et tout ». Alors que dans le cas où c'est utilisé, ça fonctionne bien. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas les bonnes solutions et les mauvaises solutions. Une solution qui marche, c'est par définition pour moi une bonne solution. Donc je reconnais, et même maintenant, ça m'est arrivé de continuer d'utiliser cette solution-là, je me prends pas la tête. Si, dans le cas d'usage, ça fonctionne, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, il va quand même avoir cet inconvénient de bloquer. Après, la solution que moi j'utilise très souvent, c'est justement l'échantillonnage de Toolix. Hein, ça revient à la solution que je vous ai montré tout à l'heure, faite en hard, qui consiste en effet à ne venir lire l'entrée, par exemple, que toutes les, 20 ou 30 millisecondes. À ce moment-là, comme on l'a vu, ça réduit complètement les rebonds. Et puis, de toute façon, si au moment où je la lis, je suis sur un rebond, de toute façon, le coup d'après, j'aurai forcément un état stable. Et donc, c'est pas gênant. Si vous regardez les petits exemples que je vous ai montrés avec CAT, c'est typiquement ce que je fais, vu que CAT, par définition, hein, je vous rappelle, c'est une sorte de système multitâche vraiment basique, coopératif, mais qui justement va, comme ça, pouvoir donner des tâches, les appeler tous les X, et ça s'y prête très très bien. Après, il y a de la gestion justement asynchrone, où là, on va justement lire les entrées, mais on va par exemple mesurer le temps entre les changements d'état, par exemple avec la fonction milli, par exemple, ou micro, ne pas prendre en compte les changements tant que, je veux dire, la sortie n'est pas stable, par exemple. Il y a ça. Et puis après, il y en a plein qui utilisent ça aussi. Il y a plein de librairies. Alors là, je vous en ai mis par exemple sur Arduino. Il y a Input Debounce, il y a Bounce 2, enfin, il y en a je sais pas combien. Et sur tous les microcontrôleurs et tout, il y a plein de trucs plus ou moins sophistiqués, plus ou moins bien. Après, je dirais pourquoi pas. Maintenant, honnêtement, il y en a que j'ai vu, c'est des usines à gaz. Je veux dire, ce serait de façon très lourdingue, je pense, des fois, de résoudre ce problème. Mais enfin, encore une fois, voilà, pour moi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. À vous de trouver les plus adaptés, mais voilà, j'ai pas voulu là rentrer dans le détail du soft par rapport à ça. Enfin voilà, généralement, on va avoir ce truc-là. Alors, il y a des fois la possibilité, voire même quasiment l'obligation d'utiliser les solutions mixtes. Pourquoi ? Parce que des fois, c'est pas évident. Ça va être très souvent le cas, par exemple, si on utilise justement un contact comme ça pour générer une interruption.
Et pourquoi? Parce que je rappelle qu'une interruption, je vous en avais aussi déjà parlé, ça va interrompre le programme en cours et venir faire du code à ce moment-là. Et là, quand il y a des rebonds, c'est très gênant parce que justement, on risque d'avoir des interruptions on va dire, de rebonds et c'est pas toujours facile à gérer. Alors, c'est pas que c'est pas gérable, mais souvent, ce qu'on fait des interruptions, on va aller vite. Si quand on fait une interruption, il faut aller regarder le temps qu'il y a eu sur l'interruption d'avant et tout. Enfin, c'est pas évident. Utiliser delay, par exemple, c'est pourri parce que ça marche souvent pas pendant les interruptions. Enfin voilà. Donc là, l'idée, c'est que parfois, ça peut être intéressant, bien que on ait de la logique programmable, de mettre quand même des anti-rebonds, on va dire, à hardware. Un exemple typique, alors je sais pas si vous reconnaissez ce genre de truc là, c'est ces fameux petits encodeurs rotatifs à quadrature là, qui sont des fois même poussables. Et ça, honnêtement, si on veut les gérer bien et que, je veux dire, ils réagissent vite, bien tout en gérant bien les rebonds, des fois c'est pas évident. Hein, j'ai souvent vu ça. Enfin, quand c'est des gestions purement soft, des fois ils sont assez limités sur la vitesse. Si on veut faire un truc qui aille vite. Et en même temps, faut aussi dire un truc, c'est que dans ces petits bijoux là, il y en a qui sont de bonne qualité, mais alors il y en a honnêtement que j'ai acheté, je sais plus sur Ali ou Banggood, je sais pas où, c'est vraiment des vraies merdes. Et je veux dire, ils ont tellement de rebonds des fois qu'on ne sait plus tellement séparer quand ils tournent le rebond de l'information utile. Hein. Donc quand on tombe sur ces modèles-là, de toute façon, hard ou soft, des fois, j'en ai plutôt chié pour les gérer. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura intéressé. Bon, elle est un petit peu longue, hein, je suis désolé, mais voilà, je voulais quand même faire un petit peu le tour du sujet, même si j'ai pas forcément tout approfondi. Je pense que, avec ça, vous avez quand même un petit peu, je veux dire, au moins les notions de base pour gérer ça au mieux. Tiens, Maurice, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il y a? T'es choqué? Pourquoi? Parce que t'as découvert que là, t'as un copain, il saute sur tout ce qui bouge. Et alors, moi, ce que je serais plus choqué, c'est s'il sautait sur tout ce qui bouge pas. Bien, et bien là-dessus, mes vacances se passent paisiblement. Voilà, j'ai encore de toute façon plein de trucs à faire. Et aussi des tas de choses à vous montrer. Que Pouce Pouce, le roi des poussoirs, vous fasse des belles commutations et à bientôt pour de nouvelles vidéos.